Bonjour, bonjour et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, en reportage, Marc Harvey nous amène chasser la bernache du Canada dans la région de Montmagny. Et votre chroniqueur tant attendu, Vincent Cloutier, va nous parler des indispensables à avoir sur soi pour la chasse aux coyotes. Je ne suis pas un chioleux de nature, mais quand il arrive un peu des injustices ou des aberrations dans la société, des fois, c'est plus fort que moi et je te fais sourire parce que tu sais où ce que je veux en venir. J'ai sorti ma vieille arbalète, Excalibur du garde-robe, puis je m'en servais plus depuis quelques années parce que j'étais venu plus fancy, à poulie, tout le kit. Mais il est arrivé cette année un genre de petit règlement qui est venu un peu empoisonner la vie des chasseurs à l'arbalète, et je m'explique. Ça a passé un peu en douce, là. Ils n'ont pas fait de grandes annonces. Il est interdit maintenant de se promener avec une arbalète armée à bord d'un véhicule. Quand on dit armée, ça ne veut pas dire avec la flèche sur la rampe, là, le fameux carreau, mais tout simplement la corde armée dans le mécanisme de détente, c'est maintenant considéré interdit. Et ça, ça l'a fait un tollé. Un tollé parce qu'habituellement, le chasseur d'arbalète pouvait armer l'arbalète à son véhicule, par exemple, amener ça sur son VTT, pout, jusqu'à son lieu de chasse, chasser, passer la journée dans son affût, revenir, il enlevait le carreau sur la rampe, revenait avec son arbalète jusqu'à son véhicule, et pouvait la remiser comme ça, sur la sécurité, jusqu'au lendemain, puis faire toute sa saison comme ça. Là, avec ce nouveau règlement-là, il est obligé, finalement, de désarmer son arbalète à tous les jours. Et il ne peut plus l'amener armé à bord de son VTT. Il ne peut plus se déplacer d'un endroit de chasse à un autre dans son véhicule avec la corde armée dans le système. Même si l'arbalète est dans l'étui. Même si l'arbalète est dans l'étui. Alors, plusieurs chasseurs m'ont interpellé. « M. Lessard, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on s'en sort? » Tu es le spécialiste, Vincent, je te lance la question. On s'en sort comment? On s'en sort qu'il faut écouter la loi, mais on ne peut pas désarmer, on va dire, en tant que chasseur, je ne désarmerai pas mon arbalète directement à mon lieu de chasse. Jamais. C'est sûr que mon 4 roues, il n'est pas sur mon lieu de chasse. J'ai quand même une portion à faire à pied. C'est sûr que je vais désarmer loin de mon lieu de chasse, soit avec une flèche de déchargement, mais les flèches de déchargement pour les arbalètes, pas trop puissantes. Les arbalètes puissantes, moi, c'est un cube de déchargement, une cible. On ne peut pas être assis dans notre stand, dans notre mirador, puis dire « je décharge dans mon tas de pommes en tirant dans le vide ». Moi, je connais des amis qui ont fait ça. Ils ont brisé leur flèche. Ils ont brisé leur flèche. Ils ont brisé leur pointe de chasse. Ça veut dire que ça vient de leur coûter 20-25$ minimum, puis peut-être scraper le lieu de chasse. Le lieu de chasse. Parce qu'ils vont chercher leur flèche, puis ils ne trouvent pas tout le temps. Donc, j'en ai un autre qui a décidé de faire ça dans un trou d'eau, tu sais, un trou de vase, en se disant, bon, il a changé quand même la pointe de chasse pour une pointe de pratique. Il a tiré dans le trou un peu de vaseux, en disant, je vais retrouver ma flèche et tout, mais c'est des engins puissants. Il a brisé sa flèche quand même. L'idéal, c'est une cible pour décharger ou une grosse cible, peu importe de quoi pour arrêter notre flèche. On change l'embout, on ôte la pointe de chasse, met la pointe de pratique. L'autre point négatif de tout ça, c'est les femmes aussi, là. Moi, ma conjointe n'est pas capable de tirer l'arbalète. Comme plusieurs. Fait que si elle partait à la chasse tout seul, c'était problématique, là. C'est pas toutes les arbalètes non plus qu'on est capable d'installer un système pour les aider à étirer. Fait que ça, c'est plein de... puis c'est un retour en arrière de plusieurs années. On pourrait étirer plus longtemps que ça en disant que j'ai pas le droit de me promener, passer la demi-heure le coucher du soleil, m'amener avec une arbalète, mais on réglera pas ce problème aujourd'hui, mais on lève le fly, soyez vigilants à la réglementation. Nous, on s'en va voir un reportage de chasse à la bernache du Canada avec Marc Harvey dans la région de Montmagny. Bon, bienvenue dans mon petit chez nous dans le coin de Montmagny. Ce matin, une petite chasse particulière. On s'en va chasser la bernache dans la neige. Vous allez voir, c'est vraiment une belle expérience, des prises de vue extraordinaires. En général, on fait des belles chasses. Hier, on donnait un point de rendez-vous à le restant de notre équipe pour la chasse de ce matin. Fait qu'on va aller les rejoindre au point de rendez-vous. Je vous invite à nous suivre.
forme? Salut, jeune homme, ça va? Oui. Le champ est là, les stars montent parallèles. Fait que tu tires là, ça fait continuer là, puis ça qui s'en vient là, t'as pas entendu tirer. T'sais, ils vont avoir à peu près 2 minutes entre chaque bande. C'est les fins de saison tout le temps ça sort non-stop là. T'es prêt? En gros, hier, en fin de journée, là, il était ici, il y en avait 200-300. Puis quand je suis parti, là, il y avait encore de la clarté. Fait qu'il y a probablement d'autres qui vont rentrer un petit peu plus tard, mais ça l'augure bien. On est chanceux, le sol n'est pas trop gelé. Là, les crackers, là, mettez-les tous ces petits cotons bleu d'Inde, là. Mettez-les tous ces petits cotons bleu d'Inde un petit peu partout dans les 2 rangées que là, parce que ça, c'est trop. On se prépare pour l'événement. Il va pleuvoir des pluies. Le jour commence à se lever tranquillement pas vite. Tous les gars sont installés. On a des vêtements qui se confondent énormément dans la végétation, fait qu'on est très bien camouflés. On attend vraiment que les oiseaux se présentent. En général, on est vraiment des chasses de descente. Ça ne veut pas dire que les oiseaux vont arriver tôt le matin, mais on prend quand même pas de chance. Ce matin, il fait quand même doux. On parle de -1 à 0 + 1. C'est pas des températures froides pour ces oiseaux-là. En général, ils vont sortir de bonne heure. On va l'espérer. On va espérer que les oiseaux coopèrent comme il faut à notre installation. On a vraiment disposé notre installation en laissant ce qu'on appelle nous autres des pistes d'atterrissage, où les oiseaux peuvent se poser en ayant de la place, parce qu'il faut toujours calculer qu'un oiseau a quand même 5 à 6 pieds d'envergure d'aile. Fait que ça y prend des espaces assez grands pour être capable de se poser. Puis selon la prospection qu'on a faite, on a remarqué qu'il y avait des très gros groupes qui rentraient, des 50, 60 oiseaux. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué notre setup, nos aplats énormément élargis, pour permettre à ces grands groupes-là d'être capables de se poser sans trop être stressés, comme on dit, parce que sinon, ils vont avoir tendance à passer au-dessus et à pas bien rentrer dans nos installations. Fait que là, c'est vraiment, on attend, là, le jour commence à se lever, là, ça s'en vient bientôt. De partie, là, ils vont s'en venir là, en plein centre-site. L'autre, ça va être plus tannant. Mais les autres qui vont arriver là, dans cet angle-là, l'autre, ils vont monter le champ-là et vont venir se placer là. Quelle heure ça rentre? À 9h, il y en avait dans le champ hier. La température est pareille comme il y a hier. une centaine de rentrées à 9h. Il y en rentre à peu près 400. De 9h à midi. On attend vraiment que les oiseaux se présentent. Là, la luminosité est élevée. Par contre, les juteurs dans la fin de saison comme ça, ils n'ont pas d'horaire stable. Hier matin, ils étaient là vers 9h. On va espérer qu'ils vont être là dans les mêmes heures. Comme ça peut aller vers 2h30, 3h l'après-midi aussi. C'est vraiment variable d'une journée à l'autre. C'est vraiment la température. Puis selon ce que les oiseaux mangeaient la veille, bien, ils vont décider de rentrer plus bonne heure ou plus tard au champ. Comme on dit, il faut s'en remettre de patience. OK, go! Wow! Good shot, les gars! On reload, on reload! OK, go! OK, on s'en va ramasser sa presse! Hey, de pêche! De pêche! Dans le canal! Dans le canal! Ça rentre bien, ça.
OK, go! On ramasse! Go! Lancez à vos têtes! Il y a un autre bunch qui rentre en avant, là. Il y a un bunch qui rentre en avant. OK, go! Oh, ils reviennent pas, ils reviennent pas. On ramasse. On est rendu à 15. À part une blessée peut-être, fait 16 là-bas. De votre bord, est-ce que le voit, il devait tuer une? Je dis, on tire ça à coup de 2, mais ils tombent de leur côté. Ils tombent de leur bord. Ça paraît bien. C'est la piste d'atterrissage qu'on les a laissés, là. Ils venaient vraiment se présenter centrés, là. Fait que, pour l'ensemble des chasseurs qui sont autour de nous, là, ça donne un feu croisé pour les oiseaux. Fait que ça nous fait une belle récolte. On est rendu à plus que de 20 oiseaux de ramasser déjà, là. En 3 volées d'oiseaux, c'est magnifique, là. C'est incroyable. On a un spectacle incroyable ce matin. On va se recacher un peu, on va attendre. Il n'y a même pas venu le quart des oiseaux qui viennent ici dans le chêne normalement, là. On a vu peut-être 60 oiseaux. Sur l'ensemble de tous les oiseaux, on parle de 200 à 300 oiseaux minimum qui venaient dans le champ, là. Fait que on a pris le temps de ramasser les oiseaux morts parce que c'est vraiment important de ne pas les laisser et de camoufler le sang sur la neige, puis après ça pour les autres volets d'oiseaux qui vont rentrer un petit peu plus tard. Et la suite dans pas grand temps. Go! Ils ont arrivé, ils étaient à haute, eux autres. En avant, un gros tapeau de 50! Ça rentre en avant! Ils sont basse. Bougez pas. Les gros bunchs, je suis toujours dur à faire rentrer. OK, go! Ça rentre un autre gros bunch en avant! Il y a une petite bande de 10 qui s'en reviennent avant, là. OK, go! OK, les gars, on ramasse! Il n'a pas manqué des tonnes. Quand ça rentre encore en plein avant, là. Ils sont 3 bunches. On va essayer de les faire rentrer en masse, là. On va prendre ceux-là. Après ça, on comptera. OK, go! On remercie moi-même pour avoir trouvé ce beau champ. Bienvenue. Là, j'arrive de la
Là, on s'amuse juste pour le plaisir. Notre limite est atteinte pour ce matin. On a nos 40 oiseaux. Fait qu'on admire le beau spectacle des oiseaux qui continuent à rentrer dans notre champ. Je m'attarderai jamais de voir ça. Belle chasse. Yes, et voilà, notre matinée est terminée. Notre limite d'oiseaux est atteinte, fait que les gars commencent à ramasser. On a eu une super de belle matinée. Des oiseaux vraiment bien corrompus dans nos installations. C'est vraiment incroyable la qualité des oiseaux qu'on a eu ce matin, le spectacle qu'ils nous ont donné, ainsi qu'une belle récolte d'oiseaux qui sont extrêmement bons à consommer pour le mois de décembre. Fait que je vous dis, restez à l'affût. Alors Vincent, comme toujours, les chasses avec Marc Harvey sont rarement bredouilles. Non, c'est un très bon guide. Ah oui, je te dis que c'est une machine à l'oiseau migrateur. Il fait un incalculable nombre de journées à chaque automne, puis les gens qui le côtoient disent oui, on a du succès. Puis encore une fois, il l'a prouvé aujourd'hui dans la région de Montmagny, quand même, c'est assez local. Je serais curieux de savoir comment il peut tirer de balles par année. Il m'a dit qu'il achetait ça à la caisse, hein, fait que j'en suis pas surpris. Aujourd'hui, Vincent, tu nous abordes un sujet que c'est des mordus qui font, qui pratiquent, des mordus autant de balistique, de tir à longue distance, etc. Et c'est la chasse au coyote. Oui, c'est une chasse, on va dire, c'est pas la chasse la plus populaire. On chasse un animal qui est très méfiant. Fait qu'il faut tout mettre les chances de notre côté quand on va s'asseoir. Parce que souvent, c'est chasser l'hiver, après la chasse au chevreuil, dans la neige, il fait froid. Donc, on a souvent une chance qu'on fait une bonne prospection, une chance, 2 chances par matin. Fait qu'il ne faut pas la manquer, cette chance-là. Parce que il reviendra pas une fois qu'il y a des coups de feu et qu'il s'est fait tirer dessus. Ouais, c'est pas un animal qui va comme revenir. Non, puis c'est pas comme le chevreuil ou aller à la perdrix qu'on en voit plusieurs des fois par jour. Ça, tous les chasseurs à qui je parle, c'est « Ah, il m'a répondu, il n'est pas venu. Ah, j'en ai vu un, je n'ai récolté un. » C'est pas 5-6 chances par matin, là, souvent. C'est une chance. Fait qu'on essaye de maximiser la chance qui nous est comme offerte et à ce moment-là, on faut être bien équipé. Ouais. Si on fait de la chasse à l'affût, qu'on est assis à terre, parce que souvent on est assis au sol, qu'on fait ça vite. J'aime ça avoir un bon banc, pas trop haut. Tu sais, c'est pas une chaise à traîner, c'est un petit banc tout pliant. Puis on est bien assis, fait qu'on est capable de faire plusieurs heures. Tant qu'on n'est pas au sol. Hein, tant qu'on n'est pas au sol, s'asseoir sur le coin d'une souche, puis qu'on fait du mouvement, vu que c'est un animal méfiant, ben c'est pas la meilleure chose à faire. Si on veut faire un tir de qualité, je crois qu'il faut avoir un bon appui. Oui, je suis d'accord. Soit un appui qu'on appelle un bipode qui s'installe directement sur l'arme, de différentes longueurs, que lorsqu'on est prêt à tirer, ben on a un appui. Ça, c'est directement sur l'arme. On n'a pas besoin de traîner ça dans notre sac à dos, rien. Est installé. Ça s'installe assez facilement à la même place qu'on met notre ceinture. Ou on a des pieds comme ça, ajustables. On est capable, si on ne met pas un bipied comme ça sur notre arme, pour avoir un appui pour faire un tir de qualité. Ça, j'utilise ça quand je chasse dans une petite tente, par exemple, puis que j'ai pas d'appui dans la tente. J'ai mon bâton comme ça, puis mon arme. Dindon sauvage aussi. Oui, très utile. Et vu qu'on met souvent pas d'appât, on met du son. C'est pour ça que les câbles électroniques sont apparus sur le marché. D'ailleurs, une compagnie qu'on entend assez souvent parler, le fameux Fox Pro. Le nom le dit, hein, c'est pour chasser le canidé.
Il y a plusieurs modèles. Il y en a qui ont un mouvement pour... le coyote, là, ça prend... C'est rendu éduqué, là, ça prend aussi du mouvement. Que s'il sort à la fin au bout du champ, ben, qu'il puisse s'approcher à une portée de tir avec du mouvement, un call. Ah oui. J'aime toujours avoir aussi des calls qu'on appelle manuels. Là, Des calls à la bouche. Un call à la bouche. Okay. On ne sait jamais quand notre call électronique peut faire défaut ou il ne veut pas venir sur le son, sur les sons du call électronique. Ben, ça fait une chose de plus à essayer. Ou on ne veut pas s'installer au complet, on veut juste voir s'il y en a dans le coin. On va dans le coin du champ, on call un petit peu. Oups, des réponses. Parfait, on s'installe. OK. Faut contrôler nos odeurs. Ah oui, hein? Oui, il faut contrôler nos odeurs. Donc, il voit clair, il entend beaucoup, puis en plus, bon nez. puis un bon nez. Fait que, oui. Oui, nos habits de chasse d'automne peuvent faire, mais souvent on chasse dans la neige. C'est pour ça que tu as emmené une genre de blouse blanche Ouais. pour se confondre à l'environnement. Un survêtement, il faut acheter beaucoup plus grand OK. pour pouvoir le mettre par-dessus soit notre soupe de skidoo, carrément, Ah oui. ou nos ensembles de chasse. Puis si on veut encore forcer plus, ben, on met de l'odeur. On camoufle nos odeurs corporelles avec un éliminateur d'odeur. Il se vend sur le marché plein d'odeurs, style odeur de coyote. Ben oui, tu nous as emmené un genre d'échantillon ici, de genre d'urine de coyote. Oui, qu'on peut mettre prêt pour essayer. Il faut qu'il vienne le plus près possible pour qu'on ait un tir de qualité. Encore une fois, c'est le tir. Parce que c'est pas une grosse cible, hein? Non. Tu sais, c'est un coyote, c'est pas gros comme un chevreuil. Non, Fait puis que- il n'arrête pas d'un appât, puis il attend, là. Non. Il bouge. Il est toujours en mouvement. Il est toujours en mouvement. Fait qu'il faut mettre les chances de notre côté pour pouvoir en récolter au moins un par matin. Très intéressant parce qu'on sait que le coyote a quand même une emprise assez forte sur notre population de cerfs de Virginie. Fait que c'est bon de le contrôler. Et regardez les dates de chasse. Il est possible de le chasser sans dossard à partir d'une certaine date. Merci beaucoup, Vincent. Très intéressant. Eh bien, comme toute bonne chose a une fin, c'est déjà terminé pour votre émission à l'affût. On remercie Marc Harvey et tous les participants qui ont participé à cette chasse à la bernache. Merci à Vincent. Et nous, ben, on se dit comme à l'habitude, restez à l'affût.